Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tombolia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans l'état. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être à notre compagnie pour cette nouvelle aventure avec les débatteurs qui vous accompagnent chaque matin. Merci de comprendre l'actualité sur le seul et unique média du développement en République de Guinée. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Si vous êtes dans vos différents véhicules, vous êtes à Kiroti, à Somfonia, vous êtes à Bofa, un peu partout en Guinée, à Imbaya, le quartier qui nous accueille. Merci d'être fidèle à cette émission. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur le canal 113 du bouquet Star Times. Partout en Afrique, c'est sur le 779. Sur nos différentes pages, Kavi TV, Groupe Kavi Média, Gangan RTV qui relaie en direct cette émission sur les différentes pages Facebook. Pour ceux qui nous suivent du côté de sur YouTube, merci de votre fidélité. Vous pourrez interagir également avec nous en nous écrivant sur le 629 95 67 67. Au menu de ce matin, cette transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l'année 2024. C'est la version tranchée du porte-parole du gouvernement. Après des mois de suspense, les choses se précisent. Enfin, intervenant chez nos confrères de Radio France Internationale, Ousmane Gawal Diallo n'a pas lésiné sur les mots. Il accuse les acteurs sociopolitiques de jeter l'anathème sur tout ce qui se passe en Guinée. Sans détour, celui qui porte la voix du gouvernement a tout de même affirmé la volonté des autorités militaires à organiser le référendum d'ici la fin de l'année. Une sortie d'Ousmane Gawal Diallo qui met fin au débat portant sur le respect ou non de l'accord dynamique signé avec la CEDEAO. Une première réponse du berger à la bergère, on en parle tout à l'heure. Nul n'ignore les progrès remarquables enregistrés dans le domaine des infrastructures routières depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Si les travaux routiers sont réalisés dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne et dans l'arrière-pays, il est important de s'interroger sur leur durée de vie. Plus loin, leur qualité. Ce n'est un secret pour personne que certaines des routes réalisées il y a moins de 3 ans sont dans un état méconnaissable de nos jours. Sans pour autant parler du coût élevé de réalisation, le gouvernement, face à cette situation, devrait-il interpeller les acteurs impliqués? Loin des critiques acerbes, les routes de la capitale présentent un visage peu reluisant, mais à qui la faute? Nous ouvrons le débat dans un instant. Et dans la dernière partie de cette émission, nous parlerons de football avec la première sortie du Sili National au compte du grand rendez-vous sportif qui est les Jeux Olympiques de cette année. Ils se tiennent à Paris, à Nice précisément. Le Sili U23 s'est incliné ce mercredi 2-1 face à une équipe de la Nouvelle-Zélande qui a souffert en deuxième mi-temps. Le beau football développé par le Sili n'aura pas suffi pour s'offrir les 3 points. Les hommes de Kaba Diawara, menés au score en première mi-temps, sont revenus grâce à un splendide but d'Amadou Diawara à la 72e minute. Mais le Sili se fera surprendre 4 minutes plus tard avec un autre but. Retour sur les temps forts de ce match avec des revirements de situation à couper le souffle dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre dans cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tombolia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là?
C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, il n'y a pas d'électricité. Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh ben voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Merci de nous retrouver sur Kavi Média. Si c'est maintenant vous nous preniez en marche, merci d'être dans cette émission. Le Scanner, cette émission de débat constructif qui vous aide à comprendre l'actualité majeure avec les débatteurs de chaque matin autour de moi. Avec moi pour vous aider à comprendre l'actualité, Fodé Bangali Dansoko, le patriarche de la T6. Bonjour cher ami. Bonjour mon frère et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Bonjour au PM qui est un grand ami, donc voilà, la pluie quand même est en train de faire actuellement son show, et nous voyons quand même que cette promesse vivement une voiture pour le patriarche. Voilà. Alors là, le courant. Pourquoi ce bonjour particulier? Oui, vivement une voiture pour le patriarche. Parce que tu es près du PM. Allez, c'est clair. Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour Dansoko, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs, des téléspectateurs de Kavi Média. Donc on va commencer par cette première actualité, Mohamed. On parle de la transition, le porte-parole du gouvernement tranche enfin. La transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l'année 2024. Je veux répéter les propos du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo qui dit, je cite, cette transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l'année 2024. Fin de suspense alors. Fin de suspense pour certains. Pour moi, pas de suspense. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle, ni une information, et plus loin, une actualité pour moi. Ah bon? Oui. Je sais de quoi je parle. Et 9 mois plus tôt, Ousmane Gawal Diallo annonçait chez nos confrères de RFI qu'il n'y aura aucun report des élections prévues dans le chronogramme de la transition. Abdallah. Conformément à l'accord dynamique signé avec la CEDEAO. Nous avons suivi ici le Premier ministre qui s'est prononcé sur la situation de la transition dans notre pays. Nous avons suivi quelle est sa position, qu'est-ce qu'il a donné comme discours devant les médias ici. C'est vrai que Ousmane Gawal, c'est le porte-parole du gouvernement. Ok, il est dans un gouvernement, mais il y a un chef de gouvernement qui s'est déjà prononcé. Je ne pense pas qu'on peut être plus royaliste que le roi. Donc, si on doit comparer les deux voix, pour moi, la voix, en ce qui concerne le gouvernement, la voix du Premier ministre porte encore mieux, même si l'autre voix peut faire beaucoup plus de bruit. Ok, autour de cela, ça c'est quelque chose qu'il faut noter de passage. Cette situation ou cette déclaration, cette sortie, peut-être c'est pour encore reconforter ou attirer l'attention de ceux qui doutent encore de cette possibilité d'aller au-delà du 31 décembre 2024 en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays. Et c'est là aussi, rien n'est dit qu'on va organiser les élections en 2025. Cela n'est pas dit. Tout ce que l'assurance, la seule assurance que nous avons, c'est l'organisation de référendum en 2024. Ça, les autorités sont claires là-dessus. Et le travail, que ce soit du côté des fichiers électoraux ou je ne sais pas en matière de mobilisation des fonds tant sur le plan national qu'international, que l'État est en train de travailler dans ce sens, dans ce cadre. Mais tout ce qui peut rassurer les uns et les autres pour dire qu'on va organiser toutes les élections ou principalement, ou l'élection la plus prisée, la plus, en tout cas, qui attire l'attention des uns et des autres, c'est l'élection présidentielle. Ce n'est pas en 2024 et on n'a aucune information que ça se passera entre janvier et décembre 2025. Tout ce que nous savons, c'est l'organisation de ce référendum. Donc, il faut s'en tenir et il faut voir
Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord pour ce calendrier, pour cet agenda des autorités du gouvernement, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que nous autres, nous ne pouvons que regarder ceux qui ont pour profession, ceux qui ont pour métier, faire vraiment diriger un pays. C'est eux qui doivent nous dire qu'est-ce qu'ils comptent faire. Parce que c'est eux qui ont des militants derrière. C'est eux qui ont des sympathisants derrière. C'est eux qui ont pour créer des structures pour être à la tête, pour gérer un pays, que ce soit sur le plan présidentiel, sur le plan législatif ou je ne sais pas, au niveau local, pour être maire ou je ne sais encore quoi, c'est eux qui doivent nous dire, c'est-à-dire, je fais allusion ici aux partis politiques dans notre pays. Est-ce qu'ils ont une stratégie pour dire le contraire? Je ne sais pas, je ne saurais le dire parce que je ne sais pas dans le secret des dieux. Ce qui reste clair, le gouvernement actuel, le pouvoir actuel, la junte au pouvoir en Guinée a été clair, même si le président, le chef de l'État en personne n'a rien dit par rapport à l'organisation de ces élections. Sa position est claire parce qu'il n'a pas besoin de parler partout. Il a des émissaires, il y a des collaborateurs. Le Premier ministre est là, politiquement, qui est mieux placé pour organiser des dialogues, parler de dialogue. Nous avons suivi Ousmane Gawal qui parle de dialogue. Nous avons suivi Ousmane Gawal qui parle de l'anathème jeté par, en tout cas par entre griffes des adversaires qui essayent d'apporter... De mettre les bâtons dans les roues oui. de la transition, et qu'on parle de la fin des élections, comme à la fin de la transition, mais qui ne veulent pas que la transition, le CNRD et son gouvernement arrivent à mettre les conditions qu'il faut pour sortir de cette transition. Ce qu'il faut aussi retenir, les élections en Guinée, essayez de voir dans tous les autres pays et comment ça s'est passé. La transition, on l'a vu comment ça s'est passé au Sénégal, comment ça s'est passé, pardon, Astaghfirullah, comment je vais faire allusion au coup d'État malien, comment ça s'est passé dans ce pays et comment ça s'est passé en Guinée, voire même du côté du Niger ou de Burkina Faso. Partout, presque, il faut dire qu'il y a eu des coups d'État. Le cas guinéen, avant qu'on organise les élections en 2010, on a parlé de coups d'État. Du côté de Mali, la même chose. Du côté de Burkina, il a fallu aussi le départ, la mobilisation, la sortie massive de la population pour chasser le président Blaise Compaoré et qu'il y a eu la transition avant qu'on organise des élections dans les conditions normales. Moi, je ne dirais pas que c'est tout à fait normal que la junte arrive, que la junte s'éternise au pouvoir, mais l'erreur est partie d'où? Pour moi, en ce qui concerne la gestion des affaires actuelles, c'est parce qu'on n'a pas été clair dans l'agenda. On n'a pas donné des précisions. Je suis sûr, si on avait donné les délais, on dit, on organise les élections, j'abuse, hein, on organise les élections en 2026. Entre 2021 jusqu'en 2026, voilà ce qui va se passer, le calendrier, comment ça va évoluer avec précision et qu'on voit le déroulement. Les gens vont manifester, vont crier, mais s'ils se rendent compte pendant 6 mois... Mais tout cela est possible s'il y a un véritable dialogue. Mais s'il n'y a plus de dialogue, on peut quand même... Il y a deux possibilités. On peut ne pas dialoguer, mais qu'on arrive à mettre un agenda propre, clair, appréciable, parce que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Comment mettre un agenda propre si les partis ne se comprennent pas? Aujourd'hui, c'est ça le véritable souci. Vous pouvez dire que vous ne partagez le pouvoir, c'est vous qui l'avez obtenu. Vous avez usé de la force, vous êtes arrivé au pouvoir. Vous tendrez la main jusqu'à un certain niveau. Si vous vous rendez compte que ceux à qui vous tendez la main ne sont pas preneurs, vous allez dire, ok, nous sommes venus au pouvoir, c'est pour gérer les affaires. Maintenant, nous sommes mieux placés pour le faire. On va contacter des gens qui vont comprendre, qui vont être dans notre idéologie, on va aller. Après cette rencontre avec ces personnes dont vous pensez qu'ils partagent votre idéologie, vous essayez de faire élaborer un agenda. Comme je l'ai dit tantôt, je répète, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Ce qui est bien fait, bien ficelé, vous pouvez faire du bruit, hein, mais vous vous rendrez compte que c'est bien fait. Mais si vous ne donnez pas un calendrier propre qui va nous dire, ok, vous n'organisez pas les élections en 2024, le 31 décembre, le 1er janvier, la junte sera au pouvoir en Guinée. Mais à partir du 1er janvier 2025, jusqu'au 31 décembre, qu'est-ce que la junte compte faire pour nous? C'est ce que nous comptons faire. Maintenant, est-ce que vous acceptez ou non? Voilà. Bien. Mais s'il n'y a pas de précision, vous continuez à noyer le poisson dans l'eau, je fais cette tautologie, vous vous rendrez compte que vous n'allez pas vous faire seulement des bons amis.
Ça, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense, ce n'est pas moi la durée de la transition qui m'importe, mais c'est ce qu'on fait. La démarche. La démarche de la transition, le contenu de la transition, parce qu'ils l'ont dit, quelque part, d'autres vont penser autrement, ne sont pas d'accord. C'est quoi cette expression-là qui avait été dite par le Premier ministre, ensuite par le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo? Cette expression, c'est quoi? Nous ne sommes pas venus pour organiser les élections, partir et laisser la place à d'autres. Ce n'est moi. De ce côté, je rejoins un peu, parce que pour moi, ce n'est pas ce qui est important. Simplement organiser. Simplement organiser et quitter, c'est lui qui va venir. Mais si celui qui vient n'a pas les conditions idoines qu'il faut pour pouvoir gérer, c'est deux choses, c'est une autre ouverture de coup d'État qu'on pourrait encore voir. Il faut laisser un bon héritage. Alors, il faut laisser un bon héritage, mais dans le temps, qu'on arrive à savoir, ça va durer combien de temps? Ça peut déranger certains, qu'ils organisent, qui quittent le pouvoir, la place de l'armée, ce n'est pas le pouvoir. On peut comprendre tout ça. Mais du fait qu'on est arrivé à ce stade, il faut qu'on soit serein, qu'on soit réaliste, qu'on chasse réellement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La transition également, ceux qui sont au pouvoir, jusqu'où ils veulent aller. Est-ce que c'est être au pouvoir juste pour être au pouvoir, ou bien organiser et partir, ou bien c'est pour s'éterniser? Cela ne peut être connu qu'à travers un agenda. L'agenda peut être fait à leur niveau, ce n'est pas grave. D'autres vont dire qu'il faut unir tous les Guinéens autour de la table. On le sait toujours. À l'école, que ce soit à l'université ou au lycée, quand on organise les exposés, on dit le plus souvent, exposé pour 20 personnes, 30 personnes, exposé donné à 3 ou 4 personnes. 3 ou 4 personnes, ça donne beaucoup plus de valeur parce que c'est facile de vous entendre, c'est facile de donner un bon projet. On le sait très bien comment ça se passait. Donc, moi, je n'insiste pas forcément qu'on mette tout le monde, les 200 partis politiques autour de la table pour trouver quelque chose, parce qu'on sait que ça n'a pratiquement pas donné grand-chose. Mais qu'on arrive à être réaliste, qu'on sente réellement au niveau de la transition, au niveau de CRD, qu'on veut réellement organiser de bonnes élections et qu'on veut donner un bon héritage pour la vie, pour la nation guinéenne. Bien, Fodé Bangali Dansoko, cette expression aujourd'hui qui attire toutes les attentions, cette transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l'année 2024. En tout cas, on va dire une sortie très osée, si on peut l'appeler ainsi, un message très clair pour tous les acteurs impliqués dans ce processus. Aujourd'hui, ceux qui s'attendaient à voir les élections organisées en 2024, à fin 2024. Aujourd'hui, toutes ces menaces brandies par des acteurs sociopolitiques, on peut dire en gros qu'on a la réponse à nos questions. Évidemment, mais depuis longtemps. Et on avait déjà la réponse à nos questions. Mais sans voix officielle. Bon, non, le Premier ministre, c'est pas n'importe qui. Non, le Premier ministre ne porte pas la voix de tout le gouvernement, cher ami. Mais c'est le chef de gouvernement. Oui, mais le porte-parole est là pour ça. Mais c'est le chef de gouvernement. Bien. Donc, c'est quand il valide. Soit il est le premier. Donc il a attiré notre attention. Voilà. Soit il est le Premier ministre, soit il est le premier des ministres. Bon. Mais voilà. Donc, pour tout compte fait, sa voix compte beaucoup. Pour moi, c'est une volonté quand même manifeste de la part de notre ministre d'État d'exprimer son souhait. Est-ce qu'il est ministre d'État? Bon, je ne sais. Oui, il est ministre d'État. Il est ministre. Ah, ok. Il est ministre. Donc, il a exprimé un souhait et puis voilà. Et pour lui, tout ce qui se passe actuellement, la Guinée quand même où les choses ne vont pas dans le sens de l'organisation d'une élection d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui reste clair, et ce que j'ai à préciser quand même, je dirais qu'il y a eu un appauvrissement, je prends le terme de Sagna, de l'espace politique guinéen. Donc, il est le seul maître d'orchestre actuellement. Ça, il faut le dire et le reconnaître. Tout le monde est pendu à la langue de M. Gawal. Partout, M. Gawal a dit, partout, M. Gawal a dit, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la voix du gouvernement. Voilà, même si c'est la voix du gouvernement. Oui, mais regarde l'espace politique. Actuellement, il n'y a personne. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a quelque part, je ne sais pas si on est en train de biaiser l'essentiel ou on est en train de nous détourner de ce que je dirais quand même d'essentiel, parce que il y a assez de choses qui se passent actuellement qui ne trouvent pas de réponse et automatiquement encore on fait une sortie pour nous dire voilà et on va les
permettre de danser encore sur une autre musique. Parce que, sincèrement, de l'arrestation de ces militants aujourd'hui, et tout le monde était de la mort de M. Sadiba, l'arrestation de ces activistes. Et maintenant, là encore, on parle que les élections ne pourront pas se tenir d'ici la fin de l'année. Et voilà, et que le Guinéen et dans l'ensemble, les intellectuels... Qu'est-ce que la mort de Sadiba... Je dis c'est une chronologie d'événements, en fait. Bien, donc, c'est un jeu de chaises qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas, pour nous donner du travail et pour nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi pour toi? Bon, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il faudrait quand même, parce qu'il y a eu une rencontre, il y a de cela 2 jours du syndicat et du PM. Hein? Donc c'était axé sur 3 points essentiels et 4 points essentiels. Donc si les points là déjà non, le point là ne figurait pas. Même si ça figurait pas, aujourd'hui, et quand même on parle aussi de la libération de ces jeunes gens qui sont détenus. On sait où. Voilà. Il faudrait quand même permettre aux uns et aux autres de participer activement à la vie politique de la nation. S'asseoir et parler, c'est important. Il ne faudrait pas seulement dire oui, l'élection ne pourra pas être tenue d'ici décembre. Oui, moi je suis de ceux excusez-moi, qui pensaient dès au départ que ce n'était pas possible. Et que, voyez-vous qu'il y a le nouveau dessin de l'échiquier international politique, je parle politique, est en train aujourd'hui de donner un autre souffle aux gens, de se dire, oui, on peut gérer ou on peut maintenant s'investir ou user pleinement de notre pouvoir souverainiste. C'est important. Voyez-vous, avec la création de l'AES et autres, là, ainsi de suite, la CEDEAO qui est maintenant désavouée, avant, lorsque la CEDEAO au moins parlait, les États tremblaient. Mais tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une décision unilatérale, souvent, qui est prise par les pouvoirs en Afrique en général, et quitte à qui veut les suivre ou pas. L'opposition, qu'elle existe ou pas, si vous ne voulez pas les suivre, ça c'est votre problème. Donc, ce qui reste clair, ils disent, il a été très clair, il dit que il ne faut pas seulement organiser les élections et puis partir ainsi de suite et donner aux civils, ainsi de suite. Bon, moi, je le comprends. Et au même moment, il est en train de mener une guerre interne au sein de son propre parti, l'UFDG. C'est pour cela que j'ai dit, il y a assez de dispersement, il y a assez de distraction dans ce qu'on fait en Guinée. Donc, on parle d'élection, on parle de libération des gens. Mais quel est réellement mon souci? Mon souci, d'abord, c'est quand même, jusqu'à preuve contraire, c'est de fixer les Guinéens sur une date. C'est très important. Parce qu'une transition, quand même... Une date par rapport on à a quoi? parlé Par rapport à quoi? à l'organisation des élections. Des élections, au départ, présidentielle. Parce qu'au départ, on a parlé de 2 ans, on a parlé de 3 ans, et maintenant 2025. Donc, le coup d'État a été perpétré en... C'est pas dit en 2025, non, rien n'a été dit probablement, en 2025. depuis 2021. Donc... Même si on ne dit pas que c'est un mandat, mais tout compte fait, ils sont dans la logique d'un mandat. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent quand même... À qui la faute? Bon, à qui la faute? Aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir, à qui la faute? Non, aux politiciens. Aux politiciens. Aux politiques. Aux politiciens. Voilà, bien sûr. Parce que le troisième mandat. Oui. Le troisième mandat qui nous a envoyé dans cette situation. Voyez-vous, oui, Alpha Condé. Non, mais Paul Kagame a combien de mandats? Oui, c'est pas un 5e mandat. C'est pas un 3e mandat, ne peut pas forcément justifier ce qui se passe. Évidemment. Paul Kagame a 5 mandats. C'est aux politiques. Parce qu'il faut reconnaître quand même que les 10 ans d'Alpha Condé n'ont pas été un fleuve tranquille pour lui. Donc il y a eu combien de manifestations? Donc il y a eu tout cela, mais depuis l'avènement quand même du CNRD au pouvoir, les gens disent qu'il y a moins de manifestations, il y a plus de sécurité par rapport les 10 ans aux 10 ans passés. Voilà, géré par un président démocratiquement élu. Donc pour eux, ils sont dans un esprit de rectification et comment dirais-je, de prise de conscience, de prise de conscience. Mais ce que moi je déplore, c'est que il y a un appauvrissement quand même qui s'est installé au niveau des partis politiques, parce que le seul acteur aujourd'hui, le seul maître de jeu, le chef d'orchestre qui anime la vie politique guinéenne, c'est M. Gawal. Donc il faut quand même laisser les gens aussi parler et donner leur avis. Attends, moi je le pense. On interdit la parole à personne. Non, on n'interdit pas, mais voilà, ils ont disparu. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est par peur ou est-ce que cela est comptable au CNRD? Non. Bon, on
ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. La question reste à poser. Officiellement, le CNRD n'a jamais dit à un acteur politique de ne pas prendre la parole. Je suis d'accord. Quand même, il faut reconnaître cela. Moi, je vais être clair. Moi, je parle de moi. Bien. Si je suis conscient que ce que je vais dire, même si c'est pour l'intérêt du peuple et que ça va faire mal aux détenteurs du pouvoir et que ça peut m'amener en prison, je peux me taire. Ça, c'est clair. Ça, c'est ta conviction personnelle. Oui, je le dis parce que c'est dans le subconscient souvent des hommes. Donc, c'est pour cela que les leaders sont différents de la masse et du peuple. Donc, les leaders, c'est celui qui ose, c'est celui qui s'exprime malgré les difficultés. Il ne fuit pas les obstacles. Donc, il fait front. Donc, il dit ce qu'il pense et puis les conséquences, il les endosse. C'est ça le leader, c'est ce que je veux te dire. Donc, si je parle du cas particulier de ma personne, parce que je me dis quelque part que si certaines personnes aujourd'hui qui sont dans l'arène politique, qui n'arrivent pas à s'exprimer sur les questions politiques liées actuellement même à l'organisation des élections ou liées à la détention de certains militants ou liées à la disparition de certains activistes. Donc, quelque part, eux, je ne dirais pas que c'est des vrais leaders, mais c'est des simples animateurs politiques. Donc, ils ne voient que l'opportunité. Et maintenant que le CNRD a pris position, donc, ils se sont terrés, simplement. Donc, c'est ce qui m'amène à dire cela. Mais tout compte fait. Et moi, je ne suis pas quand même pour dire, ou ceux qui font l'apologie, ou pour nous distraire en disant qu'il faudrait exclure telle personne à une organisation présidentielle. Donc il ne faut pas taire le mot, il ne faut pas avoir peur. Si le CNRD est dans l'optique de dire, oui, nous voulons qu'un candidat se démarque pour être candidat, moi je ne vois aucun mal. Parce que l'enjeu démocratique, c'est quoi? C'est la participation. Il faudrait que tout le monde participe. Il ne faudrait pas dire non, parce qu'ils sont au pouvoir, parce que c'est ça. Non. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait éviter, c'est être dans une confiscation perpétuelle du pouvoir. Oui. Mais il faudrait quand même qu'il y ait la participation. S'il y a des candidats qui veulent se démarquer pour être candidat, moi je ne vois pas comment dirais-je, d'opposition. Donc si même le général ou qui que ce soit, donc s'ils sont sûrs qu'ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Parce que c'est important de le dire. Tant qu'ils ont ce sens ou ce reflet de dire, si on organise les élections, on va les perdre ou bien ils ne seront pas candidats, cela ne marchera pas. Il y a eu des assises, je prends un exemple. Sa volonté. Oui, il y a eu des assises et à travers la conférence de Bâle en 91, lorsque Mitterrand tapait le poing sur la table, et le cas particulier du Bénin, mais Mathieu Kérékou était au pouvoir suite à un coup d'État pendant plus de 7 ans. Donc, il y a eu une assise nationale, il y a eu de la participation. Donc, il s'est porté candidat à l'élection présidentielle. Donc, mais il a perdu. Écoutez-moi. Il a perdu comment dirais-je, son opposant de toujours a gagné les élections. Bien. Voilà, Souglo. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire, il ne faut pas les faire peur ou bien quelque chose. Non, il ne doit pas être comme ça. Parce qu'il y a assez de problèmes sur la table qui ne trouveront jamais solution. Donc ce qui reste clair, si l'élection doit être organisée, qu'elle soit participative, qu'elle soit ouverte à tout le monde et qu'on nous enlève un peu dans ce pessimisme naturel ou total que nous avions cultivé, entretenu à tout le temps pour dire non parce qu'il est là, il doit... Non, si tu es prêt, vas-y. Donc c'est un jeu. Bien. Et moi je pense que c'est ça. On a compris ta réaction ce matin. Je comprends bien ton ras-le-bol. C'est comme si les politiques en Guinée avaient démissionné ou avaient. Évidemment, il n'y a que des animateurs. C'était retiré. C'est des animateurs. De la vie politique guinéenne parce que personne ne parle. Mais n'oubliez pas que surtout dans les couloirs, il y a beaucoup de choses qui se font. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Et nous a rejoint en cours Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette actualité. Vous avez écouté les deux autres, Bamomed et Fodi Bangali Dansoko, sur cette sortie du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawel Diallo, qui met fin à toute suspicion, fin à tout ce qui se disait, à toutes ces voix qui se disaient de façon très très basse. Aujourd'hui, il lève le ton et dit haut et fort que cette transition ne se terminera pas. En tout cas, les élections ne prendront pas, on ne pourra pas organiser ces élections en 2024. Ah, c'était clair, ce n'était secret pour personne que en 2024, en tout cas au regard de tout ce qui se passe
à l'évidence, les élections ne pouvaient pas se tenir en 2024. Maintenant, ça dépend du format qu'est le CNRD, puisque c'est c'est le CNRD qui dirige le pays, et ce sont eux-là qui ont opéré un coup d'État. Et ça dépend du format qu'ils veulent essayer d'implémenter pour pouvoir créer ce qu'on appelle un cadre de dialogue inclusif, pouvant permettre à tout le monde d'y participer, éventuellement trouver un consensus. M. Gawal est allé jusqu'à dire que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas synonyme à la fin de la transition. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, ça laisse entrevoir des appétits, éventuellement, qui consistent à dire on peut ne pas organiser les élections, ou on peut organiser les élections et ne pas, disons, les perdre. Ça, c'est des hypothèses qui peuvent se poser. Alors, à ce stade-ci, aujourd'hui, je suis déçu parce que la situation de notre pays ne devrait pas amener le gouvernement, parce que de toute façon, le pouvoir, ce sont eux-là qui gèrent le pays aujourd'hui, et que la transition en elle-même suppose effectivement qu'il y a une crise. Et comme tel, je crois qu'il faut trouver ce qu'on appelle le consensus autour de cette crise-là, amener tout le monde pour qu'on essaie de trouver le juste milieu, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Depuis le début de cette transition, il y a eu un cadre de dialogue inclusif interguinéen qui a été organisé, dans lequel il y a une bonne partie des acteurs politiques qui n'ont pas pris part. Je crois que c'est important qu'on essaie de voir comment est-ce qu'il faut trouver le juste milieu. C'est là où on attendait Bahouri. Beaucoup de personnes pensent que maîtrisant mieux le terrain politique, connaissant mieux ces acteurs politiques-là, à son arrivée, il allait en faire ce qu'on appelle son cheval de bataille, c'est-à-dire aller vers les autres, les amener autour de la table, encore une fois, dans un esprit de franchise. Parce qu'il ne suffit pas de dire dialoguons quand on tente un dialogue et que les clauses de ce dialogue-là ne seront pas respectées. Je crois que ça ne sert à rien de dialoguer. Donc je crois que c'est important qu'on puisse revoir cette façon de faire là. On ne peut pas continuer comme ça à dire écoutez, on fonce de manière solitaire sans pour autant qu'on essaye, parce que de toute façon on n'invente pas la roue. Il y a une classe politique qui existait bien avant que le CNRD ne soit là, et on l'avait dit ici dès au début. Le CNRD devrait se pencher premièrement d'abord à la refondation du système politique de la Guinée, mettre en place un certain nombre de critères pour lesquels les partis politiques devraient, disons, respecter, ou en tout cas tous ceux qui aspirent à exercer la politique puissent se conformer. Je crois que là, conformant aussi aux dispositions légales établies dans notre pays ici. C'est en cela que ceux qui allaient s'élimineront d'eux-mêmes. On ne va pas accuser Paul ou Pierre d'avoir éliminé telle ou telle personne. Je crois que c'est important que cela soit signalé. Maintenant, nous sommes dans une situation où, puisque c'est un accord supposé dynamique qui a été conclu entre le CNRD et la CEDEAO, il faut le rappeler, il y avait des acteurs politiques qui le disaient au début, cet accord ne les engageait pas, qui tenaient à ce que la transition soit respectée, parce qu'il y avait tellement de tendances à l'interne au niveau de l'opposition, enfin de la classe politique. Il y a certains qui soutenaient 6-16 mois, il y a certains qui étaient pour 24 mois, il y a certains qui étaient pour 36 mois. Donc l'un dans l'autre, chacun était dans sa position pour dire attention, une transition, nous pensons que dans 16 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, la transition devrait pouvoir prendre fin. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait ? On a, de l'autre côté, au niveau du pouvoir, on a dit, on a les 10 étapes qu'il faut effectivement épuiser pour pouvoir organiser les élections, parce que tout simplement, il y a un certain nombre de choses qu'il faille résoudre. Alors, on a considéré cela comme étant une façon de faire perdurer les choses, alors qu'en réalité, pour ces acteurs politiques, on aurait dû compresser un certain nombre de ces points-là pour pouvoir aller rapidement à ces élections-là. On n'est plus à ce stade-là parce que M. Bahouri, qui est le nouveau PM, dès son arrivée, bien avant même qu'il ne soit PM, peut-être l'avait senti, il avait dit à l'évidence qu'on ne pouvait pas organiser les élections en 2024. On est d'accord jusqu'à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'aller vers les autres. Et d'ailleurs même, ça ne devrait pas ressortir de sa bouche aussi longtemps qu'on n'a pas pu essayer de ramener les autres, ou en tout cas créer un climat de confiance entre tous les acteurs concernés, la société civile, les partis politiques, le CNRD, pour qu'ils s'asseyent autour de la table et dire attention, voilà les obstacles qui se présentent devant nous, voilà ce qu'il faut faire. Ils discutent et à l'évidence, certainement, ils comprendront effectivement, puisque c'est des gens qui sont expérimentés, ce n'est pas la première transition dans notre pays, pour dire nous voulons bien faire les choses, et cela aussi en respectant l'esprit de la charte
J'ai entendu dans ce qu'on dit ici que c'est un faux débat de dire que telle personne ou telle personne ne se présente pas. Mais c'est là où se trouve le faux débat. C'est la transition qui le dit. Aucun membre du gouvernement, encore moins un membre du CNT. Le CNRD l'a rappelé. L'a rappelé de doit être un candidat. Alors, si on veut nous ramener sur cette pente glissante pour dire qu'attention, il faut ouvrir les élections à tout le monde, on ne peut pas être arbitre et joueur en même temps. Je crois que ça, c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, on prête des intentions au CNRD de vouloir, au-delà de rester au pouvoir, mais effectivement d'avoir son candidat à lui et effectivement organiser des élections pour lesquelles ils créeront toutes les conditions pour que leur candidat soit au pouvoir. Donc, dans un climat de méfiance comme ça, on ne peut pas organiser de façon sereine des élections pouvant inclure tout le monde et éventuellement pour lesquelles élections, les Guinéens, effectivement, vont essayer de sortir définitivement dans cette situation électoraliste parce que c'est un véritable problème dans notre pays ici. Encore une fois, il faut le rappeler, on ne peut pas, disons, continuer dans ce climat-là et vouloir effectivement continuer aussi longtemps que possible, gouverner dans la paix. Au-delà de cette menace de manifestation que les uns et les autres brandissent, je crois que c'est normal dans tous les États. Nous venons de voir ce qui s'est passé en France. Macron était amené à dissoudre l'Assemblée nationale parce que tout simplement, il voyait ce qu'il attendait. Donc, il était obligé de le faire contre sa volonté. Alors, ça a été fait. On a vu ce qui s'est passé. Contre toute attente, c'est le Front populaire qui est devenu, disons, en tout cas, le majoritaire, même si elle est relative au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est le camp présidentiel qui est devenu DG. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des consensus, c'est des conciliabules. Finalement, la présidente de l'Assemblée nationale est sortie du camp présidentiel. Ça, je pense que c'est le dialogue, c'est le consensus qui a pu effectivement primer. Et je crois que c'est important qu'on essaye de voir tout cela dans notre pays. Aujourd'hui, puisque vous avez posé le diagnostic, que faut-il faire pour sortir de cette crise qui perdure? Parce que c'est une crise qui perdure. Si aujourd'hui, ces acteurs politiques n'arrivent plus à se regarder dans les yeux face à face, se dire les vérités, chacun se regarde en chien de faïence. Il y a des opposants, pas des moindres, qui sont hors du pays, aujourd'hui, qui ne reviennent pas pour dialoguer. Il y a à poser un diagnostic très important. Dans cette période de trouble, est-ce qu'on peut organiser des élections et s'attendre à des résultats fiables? Non, il faut le dire dans ce studio et clairement. Parce que si on doit organiser des élections où un opposant doit se présenter en exil, mon cher ami, comment il va battre campagne? Ça, c'est le point d'interrogation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le véritable souci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que cette crise ne perdure encore? La solution, elle est dans les mains du CNRD aujourd'hui, à date, il faut le dire. Pas que le CNRD. Laissez-moi m'expliquer. Allez-y. Le CNRD, ce sont eux-là qui sont venus nous dire, attention, nous avons pris le pouvoir parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui s'est posé. Notamment, la crise politique était aiguë à l'époque. Il y avait là des manifestations meurtrières qui s'opéraient dans notre pays ici. En ce moment, il y avait ce qu'on appelle des prisonniers politiques, notamment les Ousmane Gawal en prison, même s'il a été sorti bien avant que le coup d'État ne s'opère, mais il y avait un bon nombre d'acteurs politiques au niveau de la maison centrale. Il y avait là, disons, une rupture totale entre ce qui nous gouvernait d'alors et les opposants d'alors. Donc, le CNRD, c'est dans cela. Et je pense qu'on ne peut pas écarter le troisième mandat comme étant l'élément qui avait justifié le coup d'État. On peut le dire à l'évidence que le troisième mandat, puisque ça se passe même en Europe, ne peut pas être un problème en soi. Si effectivement il y avait ce qu'on appelle une entente nationale autour de cela, ça ne devrait pas poser problème. Encore moins, cela ne peut être un facteur qui pouvait justifier ce qu'on appelle un coup d'État. Ça se passe un peu partout. Alassane Ouattara, c'est son troisième mandat en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il était élu au même moment que Alpha Condé. Ça ne pose pas problème. Donc, mais encore une fois, pour opérer un coup d'État, il faut que vous ayez des éléments qui peuvent justifier votre coup d'État. Donc voilà les éléments sur lesquels le CNRD s'était penché. Et je crois que c'est important parce que le coup d'État, enfin, le troisième mandat avait eu lieu. Et nous savons ce qui s'est passé. Éventuellement, il y avait des contestations, il y avait des problèmes par après. Qu'est-ce qui a lieu de faire, Yaya? Donc la crise était là. Donc, ce qu'il y a de faire, c'est le diagnostic. Il n'y a même pas, il y a rien à inventer. Le diagnostic que le CNRD avait fait dès la prise du pouvoir, nous sommes dans cet état de fait aujourd'hui. Il appartient au CNRD de rectifier le tir et d'appeler tout le monde. Ça n'empêche pas. Un peu partout à travers le monde, c'est le dialogue qui prime. Et on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vouloir effectivement continuer éperdument de gérer la transition de manière solidaire. C'est pourquoi je me tourne vers toi, évidemment, pour poser cette question. Est-ce qu'on peut organiser un dialogue sans les principaux acteurs? Pas du tout.
Pas du tout. C'est pour cela, et quelque part, j'ai parlé un peu d'une confiscation du pouvoir, même si cela n'est pas quand même officiel. Mais pour le mettre très à l'aise, parce qu'il parlait tout de suite, mon cher ami parlait de consensus en France, ainsi de suite, et que c'est dans la charte déjà, et lorsque j'ai parlé qu'il pouvait présenter comme un candidat, ainsi de suite, moi je dis, pour moi, je ne suis pas exclusiviste. Ce que j'aimerais, que lorsque le pouvoir traîne de cette façon et qu'il n'y a même plus d'issue pour de la situation, comment dénouer en fait cette situation? Il faudrait que les autres, la crise. Voilà la crise. S'il faudrait que les uns et les autres participent, il n'y a aucun problème pour moi. Moi je le pense sincèrement. Excuse-moi, je le dis. Consensus. Oui, du consensus. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà, il ne faut pas parler seulement de la charte, mais la Guinée est un pays de consensus depuis longtemps. Puisqu'il y a la justice, tout ce qui s'est passé ici pendant de longues années est basé sur sur le consensus. Tout le temps c'est le consensus. On parlait de Paul Kagame tout de suite. Paul Kagame déjà, il y a eu une charte aussi dès au départ avec Arabi Ramana en 94. Donc il était le vice-président. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont bombardé, on ne sait pas qui jusqu'à présent qui a bombardé l'avion du président. Mais après, il y a eu une transition. Après, il s'est présenté. Donc si le peuple l'a soutenu, où est le problème? Je ne dis pas ici pour donner force au CNRD d'être candidat. Parce que le Mali déjà, je pense que les voiles sont levés pour la candidature de Goïta. Au Tchad, déjà, on voit aussi Déby Itno. L'élan est là. Et au Gabon, ne soyez pas surpris aussi la même chose. Donc, dans les 3 pays de l'Alliance, ne soyez pas surpris. Dès au départ, il y avait une pression de l'extérieur qui a amené ces gens, où la transition à dire, voilà, il n'aura pas ceci, il n'aura pas cela, il n'aura pas cela. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais la question fondamentale qui reste à se poser aujourd'hui, ils disent que comme membre du CNRD ne sera candidat, qui peut sortir ici la liste des membres du CNRD? Personne, ça c'est de 1. De 2, le général Mohamed Doumbouya aujourd'hui à la tête de cette transition. Oui, je suis d'accord. Mais à l'approche des élections, et s'il démissionnait pour se présenter? Donc non, je le souhaite. Une hypothèse que je ne souhaite pas. Je suis politologue, donc j'aimais les idées politiques. Ça veut dire qu'il n'est plus membre du CNRD. Il peut être porté à la tête d'un parti politique et puis se présenter. Où est le problème? L'hypothèse. Pourquoi? C'est pour cela que je dis que moi je ne suis pas exclusiviste. Il faudrait que les Guinéens puissent comprendre et avoir foi aussi en la démocratie, avoir foi en notre justice, même si elle est lente. Ouais. Ce qui reste clair, il faudrait que chaque Guinéen puisse être candidat. Moi, je suis pour ça. Toujours, et je serai toujours pour ça. Et laisser le peuple trancher. Le peuple trancher. Parce qu'à chaque fois qu'on danse sur cette corde raide en disant oui, et eux, ils ont organisé, c'est les victorieux, ainsi de suite. C'est tout ce qui nous amène ici. Bien. Hier, aujourd'hui, ceux qui sont en prison sont les mêmes qui sont décriés pour dire que c'est la victoire des vainqueurs sur les vaincus. Ouais. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de faire autre chose. Non, ouvrez l'espace politique, que la participation soit totale pour moi, et comme ça les Guinéens choisiront librement et dignement leur président. Bien, ce qui est bien compris. Oui, pour terminer le PM. Je pense que on ne peut pas construire sur de faux. On ne peut pas faire du propre sur ce qui n'est sale, qui n'est pas propre et tout ça. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que je veux dire par là? Regardons ces principales formations politiques, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on les aime ou pas. C'est difficile de parler des élections, quel que soit quel type d'élection. Que vous voulez parler de référendum législatif, présidentiel, c'est difficile de parler de ces élections sans parler du RPG Arc-en-Ciel, sans parler de l'UFDG, sans parler de l'UFR ou je ne sais encore quel parti politique dans ce pays. Aujourd'hui, toutes ces formations, leurs sommets ont des problèmes avec les autorités du pays. Parce que... Entre griffes, il faut le dire comme ça. Oui, ont des soucis soit avec... oui, mais soit avec eux ou avec la justice guinéenne. Bien. Ou avec la justice guinéenne. Aujourd'hui, gérée par le CNRD ou le gouvernement actuel. Le président... Non, la justice n'est pas gérée par le CNRD, attention. La justice... On connaît, on comprend. Là, tu vas créer une ambiguïté dans la séparation des pouvoirs. La justice, elle est indépendante. Le CNRD n'est pas exécutif. Bien. Le CNRD, tout ce qu'on a comme gouvernement aujourd'hui, c'est sous le label de CNRD, qu'on le veuille ou pas. Ça, je vois ce que vous voulez soulever. Bien. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans le gouvernement,
c'est sous la responsabilité du CNRD. D'accord. Ça, c'est une évidence. Donc, quand on parle de justice, c'est CNRD. Quand on parle de l'exécutif, c'est CNRD. Quand on parle aussi de législative, même si le président, dans ça, peut dire ceci, peut dire cela, mais sous le pôle ou dessous le label du CNRD. On est d'accord? OK. Donc, parlons de ces responsables qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a du côté du RPG qui sont accusés de plusieurs chefs d'accusation avec la justice. La même chose que le président de l'UFDG. OK? Entre autres. Si on veut régler l'affaire, trouver la solution, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. C'est difficile d'organiser des élections aujourd'hui, même si c'est de référendum, sans qu'on arrive à parler de ceux qui sont en prison ou ceux qui sont en exil. On a parlé de cette justice que les Sénégalais devraient nous aider auprès de l'UFDG, le président de l'UFDG du côté du Sénégal. Pour le moment, on n'a aucune nouvelle. Est-ce qu'il y a eu cette rencontre? Est-ce qu'on a rencontré le président de l'UFDG du côté du Sénégal? Nous n'avons aucune information là-dessus. Est-ce que le processus est en cours? On ne sait pas depuis cette sortie des autorités du pays à l'époque. Pour moi, si on n'arrive pas à régler, qu'on arrive à prouver, oui, ceux qui sont pour le moment en prison depuis plusieurs mois, pour ne pas dire en tout cas plus d'une année, si on n'arrive pas à régler, c'est difficile d'aller de l'avant dans notre pays sans que cela ne soit propre. Il faut qu'on arrive, soit on juge, on condamne, on juge, on libère avant qu'on organise les élections. Pour moi, c'est une priorité. Pour moi, c'est la priorité des priorités. On doit placer ces points-là d'abord devant le référendum. On ne parle même pas des élections présidentielles. Si on ne règle pas ce côté, ça, on aurait passé complètement à côté. Aujourd'hui, personne n'est au-dessus, en tout cas, n'est Dieu dans ce pays. On peut dire qu'on est fort aujourd'hui, mais fort, c'est Dieu qui sait. Nous sommes des croyants, nous savons comment les choses se vont. Donc, la meilleure façon, c'est passer par la justice, régler les problèmes, trancher et organiser les élections et qu'on passe à autre chose. Je pense que c'est ça. Si on n'arrive pas à le faire, c'est vraiment tromper je ne sais qui. Donc, en tout cas, votre analyse qui nous ramène à cette assertion, justice, boussole de la transition. Il faut passer obligatoirement par la justice. Obligatoirement par la justice pour, pourquoi pas, en tout cas, rectifier tout ce qui s'est passé, rectifier les erreurs, c'est important. Je pense que le message est passé. On va aller avec les réactions de quelques auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 67, 629 95 67 67. Vous nous écrire sur nos différentes pages. Si vous êtes sur Facebook, Kavi TV, groupe Kavi Média, sur Gangan RTV, toutes ces pages relaient en direct cette émission à l'instant même si vous êtes connectés. On y va avec cette première réaction de notre ambassadeur Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs et bonjour chez moi Djigewel, c'est dans Miti d'Alaba. Cette sortie vient donner raison à ceux-là qui avaient des doutes sur une organisation éventuelle des élections en 2024, malgré les différentes communications du CNRD et du gouvernement qui librement avaient en haute et intelligible voix donné sa voix au peuple de Guinée. Que dire de cette voix qui, de par le passé, affirmait ceci: le président du CNRD ne passera pas un jour de plus à la tête de l'État. Aujourd'hui, tous les Guinéens se sentent lésés de voir insultés à travers cette sortie. Écrit-il honnêtement, est-ce que ce CNRD, son gouvernement, a légitimité de rappeler à quelqu'un du respect des lois ou des respects de sa parole? La réponse, c'est non. Donc aux Guinéens d'être prêts pour vivre une autre... attention, on va faire attention aux mots, Alpha Zidane Diallo. Je m'excuse, mais il faut faire attention aux mots. Allez, on enchaîne avec ces auditeurs et téléspectateurs, toujours au stand 629 95 67 à 67. Bonjour, la transition guinéenne n'est pas seulement un retour précipité à l'ordre constitutionnel comme en 2010, mais une refondation institutionnelle. On a vu depuis leur prise de responsabilité, ils mènent un travail vraiment historique. Ces leaders ont refusé le dialogue parce qu'ils ont des amis qui sont dans le filet de la justice. Ils mettent plutôt leurs intérêts personnels devant. Les élections ne sont pas les solutions en Guinée. On a eu combien d'élections et ici, on s'est retrouvé le 5 septembre 2021. Omar Ben
Capitaine Silla de Kuntia Magasin, la Fondation en marche, écrit-il. Salut les hommes de bonne foi, je m'excuse, mais il faut que je le fasse. Hier, j'ai suivi le match sur votre radio et c'était bien commenté. Et je n'avais pas de doute parce que chaque lundi et jeudi, c'est là-bas que je m'informe au niveau. Merci Mamadou Saliou, il faut le dire. Félicitations à la section sport. Oui. Hein, c'était une belle prestation hier, hein, le duo Amadou Major Diallo et Hassan Diallo, hein, il faut le dire. Très important. Bonjour les chroniqueurs. Ceux qui refusent de croire que le CNRD est loin d'organiser des élections en Guinée refusent de croire à la vérité absolue, claire comme l'eau de roche. Mfamara Kamara, depuis Yimbaya École, qui nous laisse cette réaction. Bonjour Abdallah et à toute l'équipe. C'est Alpha Mamadou Doumbouya depuis Yimbaya. Permettez-moi de vous dire qu'aucun politique a démissionné. Où vont-ils parler lorsque tous les médias les plus crédibles sont interdits d'émettre? Vous et nous devons tous faire en sorte que cette transition prenne fin à la fin de cette année, car une transition, comme son nom l'indique, est gérée par le consensus. Pourquoi les opposants sont en exil? Pourquoi les gens ne prennent pas la parole? Est-ce que vous les invitez dans cette émission concernant Ali Ouba? Il parle tous les jours. On invite tous ces opposants qui refusent de prendre la parole. Ils nous écoutent et quiconque, on met quiconque au défi. Hein. Tout quiconque, je dis bien, tous ces opposants, sans exclusion. Y compris Ali Ouba, qui reçoit des messages. Je dis bien tous ces opposants. Ouais. Hein, monsieur l'auditeur ou le téléspectateur, je mets quiconque au défi. Excepté Alpha Condé, je le dis bien. Le président de la transition avait pourtant dit qu'il ne fera pas un seul jour au pouvoir à la fin de cette transition. S'il ne respecte pas cet engagement, il aurait trahi tout le peuple de Guinée. Ce serait une déception pour nous et tous, et nous serons dans un éternel recommencement. Ah, le pouvoir, quand il nous tient dommage. Ils sont venus de rien. Ils ont amadoué, endormi la conscience du peuple. Ils ont promis aux Guinéens monts et merveilles. Ils ont pris du goût au pouvoir. Ils se font plein les poches et voilà qu'ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Et qui en paye le lourd tribut? Le pauvre citoyen, tout simplement. Très décevant. Quand l'eau change de main, elle change de goût direct. Être dans l'opposition est une autre. Être dans le gouvernement en est une autre, cher monsieur. Et surtout, être bombardé comme PM. Donc comprenez un peu le vieux Baouri. Est-ce qu'une bouche qui mange peut parler? Suivez mon regard. Allez, on a suivi votre regard. Bonjour. Tout le monde doit comprendre que les militaires ne veulent plus se débarrasser du pouvoir s'ils ont la volonté. Ils n'ont qu'à tout faire pour organiser les élections. Sinon, Dieu paiera chacun de ses œuvres. Mando depuis Dabondi. Merci de nous écouter du côté de Dabondi. Notre Djambouria, unique à lui-même. Salut à vous. Djambouria unique. Hein. Salut à vous. Salam à mes parents de Dalabaditi Djambouria. Dans dans mon village natal, si vous voyez Dalin se prononcer comme ça, c'est parce que le peuple n'a pas voulu prendre son destin en main, mais il a raison. C'est comme si tout le monde est d'accord avec la junte militaire. Si on ne se donne pas les mains, nous aurons que nos yeux pour pleurer. Et écrit-il, Mamadou Alpha Gambouria qui nous écrit cette réaction depuis Koloma. Merci cher ami, fidèle auditeur, il faut le rappeler, de cette émission. Bonjour les grands journalistes, je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Le seul mot que moi j'ai à dire, que Dieu protège mon pays et sa population, car notre force n'est que Dieu, le Tout-Puissant, qui peut faire notre combat, car nous n'avons plus d'espoir maintenant. Merci et bonne journée. Dans un secours, le pneumatique depuis Caporo, notre fidèle auditeur, continue toujours avec vos réactions sur le 629 95 67 67. Nous, sans transition, nous allons parler d'un autre sujet, cette fois, un sujet de développement. Nous parlons des routes en République de Guinée. Nul n'ignore les progrès remarquables enregistrés dans le domaine des infrastructures routières depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Si les travaux routiers sont réalisés dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne et dans l'arrière-pays, il est important de s'interroger sur leur durée de vie, plus loin leur qualité. Ce n'est un secret pour personne que certaines des routes réalisées il y a moins de 3 ans sont dans un état méconnaissable de nos jours, et sans pour autant parler du coût de réalisation, du coût élevé de réalisation. Le gouvernement, face à cette situation, devrait-il interpeller les acteurs impliqués? Les routes de la capitale présentent un visage peu reluisant, mais à qui la faute? Voilà la question que je vous pose ce matin, Fodé Bangali Dansoko. Pour vous, à qui la faute réellement? Puisque vous vivez à la T6, pas loin de la T7, vous connaissez déjà les réalités de ce côté. Bien sûr. Et si vous vous souviendrez quand même que la dernière fois, j'avais dénoncé aussi quelques cas liés à cette
en fait, à cette mauvaise façon de faire les routes en Guinée. Et j'ai même dénoncé certaines entreprises du côté de Kindia, où les riverains, ou dans le quartier, j'ai oublié le nom du quartier, où déjà les bitumes là sont complètement partis avec l'eau. Voilà, c'est un monsieur qui avait dit cela. Donc, moi, je l'ai interpellé. J'ai dit, mais c'est vrai. Il m'a dit, oui, c'est vrai que les travaux n'ont pas été sérieusement faits, et ainsi de suite. Donc, du côté de la capitale aussi, à Conakry, nous voyons quand même, parce que nous avions suivi avec beaucoup d'attention la sortie du général qui avait tapé le poing sur la table pour dire il faudrait accélérer comment dirais-je, ces infrastructures pour la réalisation de ces infrastructures pour le bonheur comment dirais-je, du peuple de Guinée. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas assez de sérieux, parce qu'il n'y a pas de suivi, le problème, le diagnostic n'allait pas assez loin. On va dénoncer cela à longueur de journée. S'il n'y a pas de suivi, la faute c'est à qui? La faute c'est ça. Tu vas encore dire le gouvernement? Mais c'est au gouvernement. L'argent sort, qui dépense? C'est pas le gouvernement? C'est eux. Mais bien sûr, s'ils ne suivent. Mais attends, c'est les agents. Ces sociétés aussi doivent être sérieuses à un certain moment. Mais c'est des Guinéens, c'est des Guinéens. C'est ce que je veux dire. Donc le problème, il est guinéen. Le problème, il est guinéen. Et voilà, ils créent toujours leurs entreprises en disant nous sommes capables de réaliser cela. Et puis les délais ne sont jamais respectés. Dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ils ne le font jamais. Et tout dernièrement, nous avions vu quand même le ministre Moussa Moïse aussi résilier un contrat d'une entreprise de BTP. Pour la rénovation de la voile de marée ou quoi, quelque chose comme ça. Mais c'est des Guinéens, c'est pas des étrangers, c'est des Guinéens. Et certains savent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour démarrer les projets. Ils veulent vraiment avoir de l'argent, donc ils vont là-bas, ils négocient les contrats et par fini, l'État retarde dans le paiement aussi. Cela arrive, ça je le sais. Donc quand l'État retarde, eux-mêmes ils n'ont plus d'argent, donc les travaux s'arrêtent là. Et pourtant, au départ, il y a des contrats qui stipulent qu'il faut d'abord exécuter le projet à 20% ou à 30%. Après, maintenant, il y a l'État maintenant, et voyant si vous êtes sérieux ou pas, et puis voilà, on réalise. Mais pour les routes en Guinée, quand même, ça, c'est des entreprises sérieuses. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas des travaux sérieux. C'est ça la vérité. Donc, ils sont connus. Et il n'y a pas de suivi. Et ceux qui se leurrent avec l'argent, parce que souvent on peut parler d'investissement sur les voies routières de milliards, des milliards, mais lorsque l'argent tombe, ça tombe de façon échelonnée. Mais oui, même si échelonnée, mais de façon découpée. Chacun vient prendre pour lui jusqu'à... En fait, il y a un échelon, il y a une chaîne. Donc, le boss qui est là prend pour lui. Le sous-boss aussi prend. Voilà, les commandos aussi. Le démarcheur. Voilà, le démarcheur prend, les commandos prend. L'entreprise maintenant reçoit que des miettes. L'entreprise aussi, voyant qu'ils seront un peu dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'abord de gérer le temps ou de réaliser avec cet argent, ils ne pourront pas le faire. Ils sous-traitent. Ils sous-traitent parce qu'il y a des petites entreprises qui se cherchent. Eux, ils vont se dire, bon, écoutez, nous on peut le faire, donnez-nous l'argent. Donc eux aussi, ils viennent bâcler le travail. C'est ce qui arrive. Donc aujourd'hui, c'est bien beau d'urbaniser la capitale. C'est bien beau d'éclairer les voiries. C'est bien beau de faire tout cela de façon vraiment rapide, mais de façon sérieuse. Il faudrait que le sérieux soit en fait, l'aliment de base du Guinéen. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de sérieux, on crie tout le temps. Et lorsque l'argent tombe, c'est le partage et puis silence radio. Bien, Mohamed Ba, aujourd'hui, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que vous avez la même analyse des choses? C'est le gouvernement, le manque de suivi du gouvernement qui crée toutes ces réalités, toute cette situation, cette mauvaise image renvoyée à l'international. C'est difficile de sauver l'État ou les autorités dans ce cadre précis, qu'on peut dire qu'ils sont responsables, les entreprises qui travaillent, ou ils sont irresponsables, ils ne sont pas en mesure, ou bien ils ne sont pas professionnels, ils ne devraient pas accepter les cahiers de charges, sachant qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Tout ça, c'est l'État qui devrait avoir les moyens qu'il faut pour détecter
qui est en mesure de faire ce travail. Le cahier de charges élaboré par l'État, c'est l'État qui donne des cahiers de charges à chaque institut, à chaque entreprise pour faire les travaux, à chaque entreprise des BTP. Ce n'est pas la première fois, il y a des expérimentés d'abord des conseillers au niveau de la présidence, mais également au niveau des grands projets, sans parler du ministère des infrastructures dans notre pays. Des gens qui ont de l'expérience, qui ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils savent comment ça se passe. Il y a des entreprises en matière de travaux, en matière de routes, que ce soit en Guinée ou ailleurs, nous savons très bien, il suffit juste de dire leur nom pour savoir que oui, avec cette entreprise, il n'y a rien à dire. Prenons la route Amdalaï jusqu'à Anko 5 ou voire plus. La qualité de cette route. Depuis combien d'années? Il y a eu combien de pneus brûlés sur cette chaussée? Comment se porte cette route? Toujours bien. Mais combien de fois, prenons le tronçon au niveau de la route Niger, sur la route à partir de Constantin. Avant Matoto et prenons juste ce tronçon-là, Constantin, au niveau de 1er mars, jusqu'à Madina Avaria. On a refait cette route combien de fois? C'est presque chaque année, on travaille sur cette route. Est-ce qu'on n'a pas... On a du mal à voir pour comprendre ceux qui travaillent à ce niveau ne font pas bien le travail ou ceux qui ont le projet ne donnent pas ce qu'il faut donner. Ce sont des criminels. C'est un problème que nous avons. Ce sont des criminels, simplement. Qu'on le veuille ou pas, moi je ne fais pas une publicité pour une société. Il y a une société, nous savons très bien ici, il y a Sosia, Satom, nous savons très bien cette entreprise. Prenons la route Kissoudou-Gekedou. Prenons encore la route de Lola Beila, si je ne me trompe pas, des routes que j'ai empruntées. Actuellement, qui sont sur la route de Bofa avec la déviation de pont qu'ils sont en train de faire. Prenons le pont unique. Les 4 ponts, au niveau des 4 ponts. Non, le pont unique. C'est pont unique, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est la déviation qui va donner pont unique au lieu de 4 ponts. Prenons ce qui a été, ce que ces gens ont fait. Prenons une société, une entreprise guinéenne de PTP qui a eu le projet de tronçon Symphonia Kabili. Si tu veux pas me donner de mots de tête, s'il te plaît. Je veux pas de mots de tête ce matin. Mon frère, c'est un Guinéen, une entreprise guinéenne qui a eu ce projet. Qui met des goudrons Fontaine. Bon Dieu de bon sang. C'est des goudrons Fontaine. Dès qu'il y a la pluie, allez, ça ramasse. Est-ce que tu es allé... Tu connais là où loge Michel? Pour aller chez Michel, il faut être un commando. Parce que là, malgré lui, il n'est pas commando. Mais il fait 2 combats à la fois. Tu es sur ta moto. Si tu es à moto, tu es obligé de maîtriser ta moto et les nids d'éléphants en même temps. Ce n'est pas nid d'éléphant, comme ça, c'est clair. Comme ça. Arrivé, maintenant, tu es épuisé. Et tu dois faire le matin, le gars, il doit revenir. Donc, ça fait qu'il ne conduit plus de moto. Il a garé la moto. Il va affronter ces obstacles-là dans le véhicule d'une autre personne. Au moins, il aura une seule surface à la fois. Mais honnêtement, est-ce que vous avez vu le rond-point de la T7, cher ami? Non, T8. Non, T7 d'abord. Non, T7 c'est bon d'abord, mais T8, pas la T8. On va progressivement, c'est ce que je vais te faire comprendre. On laisse la parole au banlieusard. Tu vois, il faut commencer d'abord à la T7. Mon frère, de la T7 jusqu'à Dubreka. Jusqu'à T8. Non, c'est autre chose. Allez, on ne va pas rentrer dans les détails. Allez, vas-y. Donc, ce problème, c'est un problème étatique. On ne dit pas que ça vient de commencer sous le régime de CNRD. Non. Mais problème de route en Guinée, l'autorité a sa part de responsabilité. Évidemment. Quel que soit l'entreprise, on veut bien aider nos entreprises, les entreprises nationales. On veut bien les aider. On veut bien les accompagner. On a vu l'État, on a donné combien? 50 hectares pour où les BTP vont se retrouver pour faire ceci. C'est bien tout ça. C'est du côté de Kouria. Mais si vous n'avez pas l'expertise qu'il faut, si vous n'avez pas l'équipement qu'il faut, si l'État aussi, ceux qui sont quelque part, c'est pas tout le monde, ceux qui sont quelque part, attendent à qu'il y ait de retour sur l'investissement, c'est-à-dire les dessous de table, parce qu'on vous a donné un projet d'1 milliard, il faut qu'il y ait 10%, que vous arrivez à récupérer 100 millions, je ne sais combien. Les ristournes. Ça, c'est des problèmes que nous avons. Et nous savons très bien que ça, n'est pas facile avec les entreprises internationales. Au niveau national, au niveau international, je fais allusion à Soja, je ne connais personne dans cette entreprise. Non, on va éviter la publicité. Non, ce n'est pas de la publicité. Attends, là, ce sont des réalités du terrain qui parlent. Oui, mais ce n'est pas la seule société. Hein. Là, on fait une publicité gratuite. Non, mais il y en a plein. Merci. Il y en a plein. Alors, on va dire des sociétés qui se démarquent. Vous voulez alors qu'on parle des entreprises aussi qui ne font pas bien aussi? Non, qui se démarquent. On s'arrête là-bas parce que là, on ne veut pas. Voilà. Parce que dire
cette société fait bien cela. Abdallah, même les sociétés qui sont décriées font de bonnes routes. Abdallah, il y a des choses. Attention. Non, décrier fait bonne route, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, il n'y a pas de possibilité. Ce qu'on sait, il faut qu'on essaye de taper sur la table, qu'on sorte de cela. La durée des routes, ça ne doit pas être moins de 30 ans. Ça ne doit pas être moins de 30 ans. C'est une évidence qui est là. Ce n'est pas propre à la Guinée. Prenons la route de Donka, avant qu'on rénove, avant qu'on arrive à travailler. Qui a entendu parler de rénovation de la route entre, comment on l'appelle, Dixine Terrasse, jusqu'au pont 8 novembre? Qui entendait parler des travaux là, au niveau de ce tronçon? Personne. On a même oublié. Parce que la qualité y était là. On a parlé de la route d'Amdallah, il y a encore 5. Mais il faut qu'on se réveille, qu'on donne la coûte. Peut-être quand on donne à ces petites entreprises la route de tronçon qui coûte $1 million par kilomètre, peut-être les autres vont dire que c'est 1,5 million ou 2 millions ou 3 millions. Mais l'essentiel... C'est un exemple. Hein. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple. Mais parfois, c'est... parce que, non, c'est ça, il faut dire ça. Parce qu'il y a des gens un exemple que je donne. Merci. Même si ça avoisine, c'est autour de cela, mais c'est un exemple que je donne. Il y en a qui peuvent te faire 1,5 million ou 2 millions de dollars 1 kilomètre de route. Mais si vous avez quelqu'un qui dit on va vous faire tout avec une route qui parle, avec des caniveaux, avec les panneaux de signalisation horizontale et verticale, il te dit 2 millions ou 3 millions, vous préférez prendre quelqu'un qui peut vous faire cette route à 500 000 km, comme 1 kilomètre ou à 1 million. Cela veut dire que dans 2 ans, vous allez revenir encore 3 ans, vous allez multiplier par 3 ce que vous devrez payer en une année avec 3 millions de dollars. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce pays, qu'on essaie d'ouvrir les yeux. Le Guinéen n'a qu'à arrêter de tromper le Guinéen, car la souffrance là devient générale et pour tout le monde. C'est déjà compris. Oui, Diallo, pour terminer sur ce sujet, aujourd'hui, l'État, vraiment, si nous devons aller sur les constats, sur le constat fait sur le terrain, on peut dire que l'État est en partie responsable de ce qui nous arrive. Oui, et cela depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il faut signaler d'entrée, parce que il faut reconnaître la volonté de ce qui nous gouverne aujourd'hui, de vouloir effectivement donner cette indépendance en termes d'infrastructures routières. Ça, c'est dès au début, et je crois que même les adversaires les plus farouches le savent. On a pu quand même en partie désengorger complètement la ville de Conakry en créant ces différentes routes secondaires ou ces transversales qu'on peut constater ici. Là, je crois que ça, c'est fondamental. Et même la route Kindia-Dabola, je crois que il a fallu que l'arrivée du CNRD pour que cela soit accéléré, parce que le taux d'exécution était à peu près à 18% et pour beaucoup de routes aussi nationales. Je crois que là, c'est important de le souligner, je crois qu'ils doivent pouvoir effectivement se pencher sur la qualité de ce qu'on nous fournit comme infrastructure routière. C'est important. Il faut faire les choses, mais il faut bien le faire. C'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on ne peut pas dépenser de l'argent, autant d'argent, parce qu'on sait quelquefois comment ces contrats aussi sont scellés. On ne peut pas dépenser autant d'argent. Ça, c'est le contribuable guinéen, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Et qu'après 2 ans, 3 ans, qu'on revient sur les mêmes travaux. Je crois que c'est important que l'État puisse exiger, parce que ce n'est pas gratuit. Nous payons et c'est l'État qui paye. Il faut qu'on exige de ces différentes entreprises-là de pouvoir effectivement respecter le cahier des charges, donc les clauses de leur contrat, et bien faire les choses. C'est possible de le faire, de le connaître, parce que le goudron, il y a ce qu'on appelle des épaisseurs standards que vous pouvez, à travers lesquels vous pouvez essayer de voir effectivement si l'entreprise a pu respecter ces différentes épaisseurs. Alors si ce n'est pas le cas, on fait de manière bâclée après. Et c'est le cas, j'y reviens encore une fois, parce que la route Sonfonie à Kakwelin, c'est une catastrophe, et je crois que à la limite même c'est criminel, et je crois que ce monsieur devrait être poursuivi dans un état normal. On a complètement refait la route parce que tout simplement ça a été très mal fait, encore une fois très mal fait. Et qui dit encore, si ce qui est en train d'être fait là ne va pas aussi après 5 ans, 6 ans être complètement aussi revu, parce que tout simplement on essaie, et cela aussi il faut toucher le problème à la racine. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne date pas sous le CNRD. Ceux qui avaient eu le contrat là, c'était sous le régime d'alors. Alors on sait très bien, quand on parle d'oligarchie, ça ne s'arrête pas qu'au niveau de ce qui nous gouverne, c'est-à-dire que les détenteurs du pouvoir. Mais aussi, ce sont ces hommes d'affaires-là qui ont des entreprises de BTP partout et qui cherchent à avoir ces contrats-là par toutes les manières possibles, même les plus interdites. Donc,
voyez-vous, quand vous avez ce qu'on appelle un contrat et que c'est un contrat qui n'est pas basé sur le code de passation de marché public, alors c'est un ami qui vous confie un contrat, donc du gré à gré, sur entente directe, vous allez, parce que tout simplement il y a des rétrocommissions et vous dites, dans vos têtes, c'est un deal. Donc, vous n'avez pas une obligation de bien faire les choses. Alors, c'est en cela que nous disons l'État doit pouvoir faire respecter ces entreprises-là, les cahiers des charges. Et sur ce, il faut respecter préalablement d'abord le code de passation des marchés publics qui exige à l'État de remplir les conditions qui lui reviennent des droits. Et maintenant, l'État pouvait avoir effectivement toute la latitude d'imposer à ces différentes entreprises-là de bien faire les travaux. Donc je crois que l'un dans l'autre, la responsabilité elle est partagée, parce que vous entendrez certains dire que l'État leur doit de l'argent. Donc si c'est le cas, je crois qu'à un certain niveau, il faut que l'État puisse avoir cette lecture claire de la situation et qu'on exige de ces différentes entreprises-là. On ne peut pas, il faut départir complètement l'amitié personnelle qu'on a avec un homme d'affaires ou qu'on a avec un entrepreneur quand il s'agit de l'octroyer ce qu'on appelle un marché public. Il faut le faire parce qu'il s'agit là de la nation et ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entreprises ici dans notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis longtemps. Je crois que c'est important qu'on essaie de revoir tout cela. Parce qu'à un certain niveau, c'est la Guinée et ce sont nos biens qui sont, disons, en partie dilapidés comme ça. Je crois que c'est important. Pour terminer sur cette question, il faut le rappeler, le président l'avait fait. Je crois que par après, c'est son ministre des infrastructures routières qui avait aussi appelé tous ces entrepreneurs. Hein. Et moi, j'avais salué cette initiative parce qu'il avait dit clairement à ces gens-là, aucun contrat ne va être renouvelé si lui, en tout cas, qui concerne 2023-2024, n'est pas, disons, respecté en bonne et due forme. Je crois qu'il a tapé du poing sur la table. Et c'est en cela qu'on peut faire respecter l'État. On ne peut pas continuer à tout bout de champ de dépenser de l'argent comme ça. Pour laquelle dépense, on ne sait pas d'où, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Alors, est-ce qu'il faut voir de ce qui engage, en tout cas de ceux qui sont en charge de la passation des marchés publics, comment tout cela s'effectue, soit que c'est important. Et puisque déjà, il y avait des actions prioritaires qui étaient déjà qui sont confiées au niveau de la présidence, je crois que je suis de ce que je pense que déjà le président est au courant et il doit continuer d'exiger de ces entreprises-là, et pourquoi pas de ceux qui ont même scellé ces contrats-là avec ces entreprises-là pour que ça soit respecté. Juste quand même un mot, et quand même ce qu'il y a à reconnaître sous le CNRD, c'est quand même vraiment la mise en valeur des infrastructures routières. Là, c'est une réalité. J'ai commencé par le rappeler. Voilà. Et mon cher ami parlait ici de crime. Je suis entièrement d'accord avec lui. Vous vous souviendrez tout récemment, si ce n'est pas l'intervention du CNRD sur le tronçon Taneri et Sangoya, c'était sous l'ère d'un ministre d'Alpha Condé, mais ils ont complètement bâclé le travail. Tu partais là-bas, on dirait c'était les collines du bon, je vais pas du tout à dialogue. Allez, tout compte fait. Tout compte fait. Ce qui reste clair, et il y a assez d'améliorations, mais quand même il faudrait du sérieux. Donc nous les interpellons quand même d'avoir un suivi sérieux et de ne pas céder aussi ou donner des contrats à des entreprises qui ne sont pas à la hauteur ou qui sont incapables, ou par exemple gonfler les chiffres aussi, et par fini c'est le peuple qui perd. Ce qui est déjà important. En tout cas, le CNRD, si nous saluons cette prouesse que vous avez eu à faire ou qu'il a eu à faire dans la réalisation des infrastructures routières, elle est d'autant important aussi d'interpeller quand ça ne va pas. Et c'est ce que nous avons essayé de faire ce matin. Je pense que les différents messages vont tomber dans de bonnes oreilles. Oui, on va marquer une petite pause et derrière nous parlerons de sport avec cette première sortie ratée du Sili national de Guinée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Mamomed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous?
C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas de l'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh ben voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance. L'interactivité au service du développement, ça se passe sur le seul et unique média de développement République de Guinée quand il est 9h chaque jour du lundi au vendredi, 9h, 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Et pour cette dernière partie, au compte de ce numéro, nous parlons sport et nous parlons de football. Un football avec la première sortie du Sili National U23 au compte du grand rendez-vous sportif qui est les Jeux Olympiques. Il se tient à Paris, à Nice précisément. Le CU23 s'est incliné ce mercredi 2 ans face à une équipe de la Nouvelle-Zélande qui a souffert en demi-finale, en deuxième mi-temps. Le beau football développé par le Sili n'aura pas suffi pour s'offrir les 3 points. Les hommes de Kaba Diawara menés au score en première mi-temps sont revenus grâce à un splendide but d'Amadou Diawara à la 72e minute. Mais le Sili se fera surprendre 4 minutes plus tard avec un autre but. Retour sur les temps forts avec nos différents débatteurs. Ah oui, vous avez suivi le match hier. Première sortie du Sili National au compte des Jeux Olympiques. Mohamed, vous avez eu chaud, il faut le rappeler. Chaud, comme tout bon Guinéen qui aime son Sili National, qui aime son équipe, qui apprécie son équipe, qui défend ses couleurs. Sur le plan mondial, c'était chaud pour nous. Et qu'on arrive à ce résultat. Content, c'est difficile de dire qu'on s'est bien comporté avec une défaite. Mais l'équipe que j'ai vue, je ne vais pas dans le sens de la majorité qui doute déjà de la Guinée depuis toujours. Une équipe de Kaba Diawara. Dès qu'on parle de Kaba Diawara, ça fait mal au cœur beaucoup de personnes. Ce qui n'est pas mon cas, c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Le comportement de la Guinée, de Sili National, la première mi-temps, c'était pas bien, on n'a pas bien entamé. Le classement a mis en place la tactique de l'entraîneur, ce n'a pas été une bonne tactique par rapport à tout ce que nous connaissons comme milieu de Amadou Diawara, Nabi Keita, et nous savons comment ils ont fait leur championnat. Et aujourd'hui, qu'ils arrivent vraiment à le positionner comme ça, c'était pas évident. Donc l'engagement des gars, ils ont donné, la mi-temps nous a permis de changer les choses. Je ne sais pas quels sont les mots que Kaba a pu trouver pour pouvoir booster ses joueurs et mettre en place ce jeu flamboyant, deuxième mi-temps surtout, je te dis, sans vraiment me cacher derrière. Je n'ai pas pu terminer la première mi-temps parce que j'avais très mal au cœur et j'avais mal à pouvoir suivre mon équipe parce qu'il y avait de la passion que j'avais avec cette équipe-là. La deuxième mi-temps, il fallait voir ce qui se passait. C'est avec plaisir que je dégustais le jeu de ces jeunes. Je ne sais pas si c'est parce que la tactique mise en place par l'équipe adverse qui nous obligeait à pouvoir déployer beaucoup plus de jeux. Mais les jeunes se sont comportés. Je ne pensais pas que c'était le Sili National que jouait là. Pour moi, c'était une autre équipe qui portait les maillots, les couleurs guinéennes. Tellement ça allait bien, tellement qu'on ne pouvait pas comprendre cela. Parce que le Sili, d'autres diront, Nouvelle-Zélande, c'est un pays de rugby. Mais alors qu'on oublie que le football, le sport est mondial, évolue et la moitié de ceux qui sont dans ce qui jouaient hier ne voulaient pas au pays, sauf si je me trompe. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La même chose du côté des Guinéens. Donc le football s'est internationalisé, est devenu un football européen beaucoup plus. Donc c'est quelque chose. Chapeau à Kaba Diawara. Pour moi,
chapeau à Kaba Diawara. Oui, Fodé Bangali Dansoko, par rapport à cette première sortie du Sili national de Guinée, tu le rappelais en off contre une équipe de rugby. C'est toi qui l'as dit, je répète tes propres termes. Bien sûr. Bien. Et c'est le sport principal. Cette équipe de rugby t'a battu en 2 ans. J'ai la possibilité de répliquer. Hein. Attends, voilà, pardon. Voilà, le sport favori des Néo-Zélandais, c'est le rugby, c'est connu. Et l'Australie, ainsi de suite. Moi, depuis 29 octobre, 21 octobre 2021, Kaba Diawara est sélectionneur. On parle du match d'hier. Hein. Attends, mon cher ami. On va le suivre. Aujourd'hui, on va le suivre. Tu vas je suis de ceux qui l'ont oui. supporté jusqu'à maintenant. Je le dis maintenant. Oui. Et les grands matchs, j'épouse l'idée de dire qu'on les gagne, mais on ne les domine pas ou on ne fait pas de bon football. Ok? Et on peut comparer souvent à Aliou Cissé du Sénégal, qui a fait son petit bout de chemin, mais au finish quand même, qui a permis aux Sénégalais d'être sacré champion d'Afrique. Et voyez-vous, il a dénoncé en même temps en disant qu'en première mi-temps, qu'il n'avait pas compris la tactique et ainsi de suite, ainsi de suite. Le système de jeu alors. Un entraîneur qui est à la tête d'une sélection depuis 4 ans, qui n'arrive pas jusqu'à présent à connaître ses joueurs ou parce que... On parle de U23 là. Non, même si c'est U23, attention. On va l'écouter. Oui, la précision elle est importante. Oui, mais oui, tu as précisé. Mais tu dis qu'il avait des difficultés tactiques et techniques au départ pendant la première saison et pendant la première mi-temps. Et qu'en seconde mi-temps, et très heureusement, tu as dégusté un beau football, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon cher ami, pour moi, et depuis longtemps, je suis un fervent supporter de Sili national. Et je supporte Sili avec conviction. Conviction, la forte conviction. Ok. Et comme tous les Guinéens, en fait, c'est le seul élément qui réunit les Guinéens. Oui. Et s'il ne peut pas qu'il démissionne, à chaque fois, c'est comme ça. Et puis, je vais te rafraîchir la mémoire. Lorsque nous avions commencé, avant d'entamer la Coupe d'Afrique, on avait battu le Nigeria 2-0. Tout le monde en match amical, tout le monde a dit, le Sili il est bien. Mais oui, il y a eu un bon parcours, ainsi de suite. Bon, je l'ai soutenu, ainsi de suite. Et cette fois-ci, encore avec l'Argentine de Diego Maradona, l'ancien Diego Maradona, le Sili s'est imposé 1-0. Le Messi, pas Maradona. Attends. Le Messi. Bon, moi, c'est Diego qui est bon. Voilà, ça c'est alors, on a compris. Au prélude de la compétition, on bat ceci 1-0 et les gens aussi sont en train de oui, c'est bon. Même moi, j'ai dit ouais, le gars il a même toi, tu l'as dit. Ouais, j'ai dit ouais. Tu vois, non? J'ai dit bon, les Néo-Zélandais sont des joueurs de rugby et comme ça, on va se défaire facilement d'eux. On vient, les gars là nous malmènent en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, et puis on arrive à égaliser. En 4 minutes, on n'arrive pas... Attention, il y a quelque chose que tu omets là. Oui. Le Sili avait marqué et l'arbitre a... Ça, c'est pas marqué. Hors-jeu. Non, hors-jeu, c'est pas marqué. Abdallah, je peux plus me maîtriser. Non, tu ne connais pas le football. Hors-jeu, c'est pas but. Ce qui est but, c'est ce qui a été validé. Refusé. Pour moi, ce qui est validé, c'est ça le but. C'est connu. Même si tu marques 1000 fois dans ton match... Non, il n'a pas suivi. Je suis sûr qu'il n'a pas suivi. Même si tu marques 1000 fois et que le but n'a pas été validé, ça veut dire que c'est pas un but. Donc, hors-jeu, c'est pas un but. Ce que je veux dire, c'est que la conservation du temps dans le football nous manque assez. La gestion du temps plutôt. Du temps nous manque beaucoup. On égalise 4 minutes après et puis voilà, c'est la catastrophe. Avec tout ce beau football qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Ah, mais tu es d'accord. Non, c'est ce que j'ai dit. Oui, il y a le beau football, mais moi je ne me réjouis pas de ce beau football. Moi, c'est la victoire qui m'intéresse. Mais on l'a dit, le Sili joue sans briller. C'est ce qu'on a dit. C'est pourquoi on a dit. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pas pour. C'est pas pour. Tu peux lui prendre le micro, il n'est pas sûr. Non, attends. Non, il a son temps d'antenne. Vas-y, tu as c'est pas pour me moquer. 2 secondes. Voilà, c'est pas pour me moquer des Néo-Zélandais, mais je me suis dit au départ, ces joueurs de rugby, ils vont sentir le Sili national, mais très heureusement pour eux et très malheureusement pour nous. Et voilà, on t'a donné une fessée. On a senti quand même leur colère. Allez, il faut pardonner. Peut-être que la deuxième rencontre contre la France. Inch'Allah. Ça, je suis sûr qu'on va contre la France. Ça, on gagne ce match. Oui, Yaya Diallo, l'équipe la plus facile n'a pas pu être battue par le Sili national. Sur le papier, hein. Oui, l'équipe la plus faible. Sur le papier. En tout cas, ténable de ce groupe n'a pas pu être battue par le Sili national de Guinée. Aujourd'hui, est-ce que vous avez foi en cette sélection de Sili 23 pour ces Jeux Olympiques?
De passage, je dois souligner que moi, je n'ai pas suivi le match. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le football est une science. Attends, pourquoi tu n'as pas suivi le match? Parce que je ne veux pas suivre. Ah, toi aussi, tu n'oses pas suivre les matchs du Chili? Non, je n'ai pas suivi. D'accord. Le Chili, c'est mon équipe. Mais je n'ai pas suivi tout simplement. Soit dit en passant, le foot est une science, il faut qu'on l'admette, qui est devenue universelle. Il n'y a pas une petite équipe, il n'y a pas une grande équipe. Donc je crois que certainement c'est ce qui peut-être a joué sur nous. Nous devons considérer tous les adversaires comme étant des adversaires d'État et se préparer en conséquence. Et c'était le cas, je ne sais trop. Et je ne vais pas continuer à taper sur Kaba. Le Chili est à l'image de ce que nous sommes. C'est tout. Voilà. Non, lui, il est venu tout gâter. Je ne sais pas quel est le rapport. Oui. Non, mais attention. Kaba Diawara, c'est lui qui sélectionne les joueurs là. Hein, c'est lui le sélectionneur du Chili national de Guinée. C'est vrai qu'on ne peut pas taper sur lui à chaque fois. Abdallah, ce qui est en train de se passer dans cette équipe aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Kaba, sa tête dérange beaucoup de personnes. Non, ce n'est pas un débat de personnes là. Ce n'est pas. Non. Bien. Qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui tourne autour. Qu'on le veuille ou pas, les gens en parlent. Ce qui n'est pas mon cas. C'est pour cela que j'apporte cette précision. Bien. Le travail qui est en train d'être effectué, bon, comme tu le dis, par cette équipe, par l'encadrement du Chili national, c'est un travail appréciable. Il y a quand même eu du beau football. Il y a eu du beau football. Honnêtement, qu'on le veuille ou pas, mais on ne pouvait pas. Oui, c'est à partir de beau football qu'on peut aller de l'avant vers de résultats. Si on ne joue pas, on ne peut pas gagner. Si on joue comme ça contre la France, il y a Gang qui m'observe. Je parle sous, en tout cas, la vigilance du service sport. Moi, je pense que ça va marcher. Non, il n'y a rien à dire. Moi, si on développe ce football contre la France. Là, moi, le problème qui pourrait avoir lieu, et je suis sûr que ça ne se passera pas comme ça, c'est s'ils sont complexés devant la France. Parce que nous avons vu la France agenouillée par le Sénégal lors d'une Coupe du Monde que nous avons poursuivi et que je me souviens, le président sénégalais a dit c'est fini, champion du monde, vous avez battu champion du monde, rentrez chez vous, cela veut dire que vous êtes champion. Le président, donc c'est fini. Nous n'allons pas rêver trop, dire que nous allons battre la France comme autre, mais moi l'essentiel qu'on arrive à garder le football que nous avons développé, tenir compte de cela, parce que Kaba, le match de la première mi-temps et deuxième mi-temps, le changement se trouve à quel niveau? Le jeu qu'il a élaboré, qu'il a pu mettre, la stratégie mise en place, ça a été contré par la tactique mise en place par l'équipe néo-zélandaise. Un bon entraîneur, on le reconnaît à travers cela, la réaction de ton adversaire dans une situation. Il a pu comprendre avec cette stratégie, si on continue avec ça la deuxième mi-temps, c'est vraiment un sac de but que la Guinée va prendre. Kaba a adapté le système qu'il fallait par rapport à la tactique de l'adversaire, la Nouvelle-Zélande. Et on a vu le jeu que la Guinée a développé et on a vu les gars, les joueurs de la Nouvelle-Zélande se sont repliés complètement et l'entraîneur, quelque part, pour se racheter, a donné 11 minutes de temps additionnel. On se demande... L'arbitre a donné 11 minutes de temps additionnel. On se demande où il a pris ces 11 minutes de temps additionnel. Cela veut dire... Parce qu'il y a un but qui a été refusé. L'interprétation que je donne, c'est parce qu'on a refusé le but de Baldé. Le gars, il est rentré seul avec il est rentré seul, il a dribblé seul, il a tiré seul, il a marqué tranquillement, le gars va sortir un objet qui n'existe pas. Et je me souviens, très bien, sauf si je me trompe, nulle part on a essayé de faire sortir 2 fois vraiment des images qui justifieraient qu'il y avait hors-jeu. J'ai même entendu notre commentateur Major dire « Oh, si on nous refuse ce but, on va quitter la compétition. » J'ai attrapé ma tête d'idée. Mon journaliste a quitté son cadre. Oui, mais ça, c'est la passion qui arrive et c'est propre à tous les sportifs. On ne quittera pas la compétition et ça va avec aussi les erreurs d'arbitre là souvent. Mais attention, on a affaire avec la France et les États-Unis là. Non, je ne parle pas des... Mais c'est ça, le foot, c'est ça qu'il veut préparer le terrain. C'est ce qu'il veut dire. Ce qui reste clair, voilà, moi j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Je suis vraiment content quand même que... En 30 secondes, parce que là, je prépare le temps. Et c'est 11 contre 11 sur le terrain. Les joueurs doivent cultiver le patriotisme parce que tout le peuple guinéen, le peuple est mobilisé derrière eux. Nous les soutenons, c'est très important. Et gagner la France et les États-Unis va quand même nous requinquer dans notre fierté. Attendons de voir. Nous comptons sur eux encore une fois de plus, mais il faut cette fois-ci maintenant partir de façon progressive. Sinon, un match gagné, après un match nul, après une défaite, on en a ras le bol. Bien, allez, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de fermer portes et fenêtres de cette émission. Bonjour le scanner, c'est le CNRD. C'est le CNRD
Le CNED a fait un progrès considérable dans le domaine des infrastructures routières, mais la qualité de ces routes reste à désirer. D'ailleurs, la plus mauvaise et dangereuse route en projet est le tronçon Bentouraya-Kassoyan. S'il vous plaît, envoyez des reporters sur ce axe. Vous serez dessus par Ibrahim Mandela Dabola. Camara Ibrahim Mandela Dabola, allez-y voir sur Kavi TV. Nous avons déjà fait un focus de ce côté grâce à notre Ansouba et le Baldé. Certes, il y a une volonté du CNRD de faire des routes, mais rassurez-vous, ces infrastructures sont réalisées à la va-vite. Un travail bâclé qui est en train d'être mené de nos jours. Si nous prenons l'échangeur de Bambeto présente une autre maquette qui n'est pas celle originale, je vais vous dire une chose. À l'arrivée d'un régime visionnaire, ils seront obligés de reprendre tout ce qui a été fait ici pour terminer. Ceux-là qui attendent que celui d'Alain vienne faire leur combat, n'y pensez pas. Aux politiques et à certains individus animés de jalousie et d'une haine viscérale de vivre aussi longtemps les dérives qu'il attend dénoncer. Quand c'est le repose-toi bien là-bas et oublie ce pays d'abord, on n'est pas après ici. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur depuis Kiroti, qui nous laisse ce message. N'oubliez pas aussi la route nommée Bamamadou, la déviation Château à cause à Kankarefour. Mais dans tout ça, les dirigeants doivent exiger aux missions de contrôle de faire bien nos routes. Nos gouvernements aussi doivent arrêter d'être trop korokoro, écrit-il. Mamadou Alpha Diambouria Diallo depuis Koloma, notre Diambouria, comme on l'aime. Bonjour les cavistes, ouais, ça c'est un nouveau nom. Je suis étonné que Bangali donne le cutus à Mamadi Doumbouya de se présenter aux élections, où on a vu un pouchiste perdre des élections. Heureusement, Yaya et Mohamed sont là pour rectifier le tir et puis vous attaquez les polycars. On a vu vos comportements suite au malheur. Allez, lui il comprend rien. Faut les soucis. Et il faut mettre un peu d'eau dans ton vin, cher ami. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin, c'est très important. On est dans un débat, il faut accepter l'opinion des uns et des autres. Salut mes chers journalistes, laissez-moi vous dire que seul l'État est responsable de la mauvaise qualité de nos routes, car c'est le même État qui donne les contrats gré à gré à ces entreprises qui font ces mauvaises routes et elles ne vont être sanctionnées. Ah, ma pauvre Guinée, Mando depuis Daboundi qui nous laisse cette réaction. Vraiment, je donne 10 sur 10 pour le duo de reportage du match du Sili. Je me pose la question, qu'est-ce qui est entre Kaba et Morlaï? Mfamara Kamara depuis Yimbaya. Nous nous posons tous cette question. Bonjour, j'ai l'impression que beaucoup de journalistes qui faisaient la courbette derrière certains entraîneurs nationaux ne veulent pas du tout sentir Kaba Diawara. Kaba Diawara est le meilleur entraîneur guinéen de tous les temps. Et n'oubliez pas qu'on a joué contre une équipe qui a sa 4e participation. Kaba, le prince, qui nous laisse cette réaction et c'est le dernier message. Bonjour les grands journalistes, moi je n'ai plus d'espoir pour l'organisation des élections en Guinée, que Dieu sauve, nous vienne en aide. Condé Sekou qui nous laisse cette réaction. Voilà en tout cas l'essentiel de ce que nous avons pu vous donner pour cet avant-dernier numéro de la semaine. Merci Mohamed Ba. Abdallah. Merci. Merci. Mohamed Ba que nous allons tout à l'heure retrouver à 10h35 pour le flash d'information pour ceux qui écoutent la radio. Merci Fodé Bangali Dansoko. Merci Yaya Diallo. Merci à tous de nous avoir suivis, aux auditeurs et téléspectateurs, à la régie radio et télé, aux équipes techniques. Merci. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.